je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission ? Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie, en racontant mon histoire, mais aussi celle de ceux qui sont passés par là, via des articles que je publie sur mon site uncadeaumalemballé.com et des épisodes de ce podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes sous forme de conversations sincères autour du burn-out, de la vulnérabilité et du courage, qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute! Charlotte a un parcours de vie qui fait rêver. Une jolie famille, 2 beaux enfants, une super expertise dans un métier qu'elle aime, et en 2016, elle décroche le Graal, un poste de Global Marketing Director. Oui, mais c'était sans compter sur ce petit grain de sable, devenu tempête à quelques semaines seulement de son mariage. Après avoir enchaîné 3 expériences professionnelles difficiles, Charlotte accepte ce que son entourage lui répète depuis des mois. Elle est à bout et doit s'arrêter. S'en suivront des mois de reconstruction, jusqu'à la naissance du magnifique projet « Pourquoi pas moi ?», un formidable remède au burn-out pour elle et pour les autres. Bonjour Charlotte, je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Me présenter alors rapidement, je suis une femme qui a 37 ans, qui est maman de 2 magnifiques enfants, évidemment. Et je suis une jeune mariée avec l'homme on s'est mariés il y a 2 ans civilement et 1 an de façon religieuse. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on s'était mariés le même jour. C'est un petit clin d'œil de la vie. Tout à fait. Excellente date que le 19 juillet. Ouais, exactement. Et en plus, ce qui est fou, c'est quand même qu'on s'est mariés à côté. J'étais directrice marketing pendant plus de 15 ans. J'avais une carrière entre guillemets plutôt successful aux yeux des autres et puis même de mon propre ego. Et en fait, j'ai fait un burn-out qui a fait que en fait, j'ai pas eu le choix d'arrêter parce que mon corps m'a parlé. Je pense qu'on va en parler. Et en fait, j'étais complètement paumée parce que je savais que je ne pouvais pas y retourner. C'était même plus une question de vouloir, c'était vraiment une question de capacité physique et mentale. Et je savais pas du tout après ce que je voulais faire. Et après quelques mois de reconstruction, j'ai eu un flash et je me suis dit un soir devant le feu avec mon mari, et je lui ai dit, tu sais quoi ? En fait, j'ai envie de faire un podcast qui s'appellera Pourquoi pas moi et qui permettra aux autres d'écouter leur petite voix. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on est pré-burnout, si c'est pas déjà un gros pied dedans, quelque chose qui m'avait énormément aidé à l'époque, c'était le fait d'écouter des témoignages de personnes qui avaient écouté leur petite voix et qui étaient heureux aujourd'hui. Du coup, pour moi, c'était vraiment signe d'un grand espoir parce que c'était une époque où j'étais quand même pas du tout en forme. Et du coup, je me suis dit, ça va aider beaucoup de personnes dans mon entourage où je sens que ça va pas parce qu'ils sont en train de prendre le même chemin que j'avais pris quelques mois précédemment. Et puis, évidemment aussi, si on est honnête, un côté, pour moi, en fait, pour me dire, voilà, je vais rencontrer des gens qui soit ont réussi à écouter leur petite voix sans cadeau mal emballé de la vie, soit des personnes qui ont écouté leur petite voix après des cadeaux mal emballés de la vie, donc qui sont des burn-out, une maladie très 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 grave pour un enfant, le fait de passer à un cheveu de la mort, donc des choses qui te secouent quand même de façon forcément violente. Et donc ça, c'était mon idée donc en novembre. J'ai lancé le podcast en janvier et c'est une aventure absolument incroyable. Et en fait, depuis janvier, donc le podcast a grandi. Aujourd'hui, j'interviewe à la fois des gens qui ont réussi et j'ai aussi lancé En chemin, qui permet finalement de suivre des personnes qui sont en train de changer de vie. Parce que je me suis rendu compte en fait que ce que je voulais mettre en lumière dans le podcast et dans ces histoires, c'était le rôle de l'entourage dont on ne parle jamais, mais qui est essentiel dans un changement de vie, et puis également dans un moment où t'es mal, et notamment le burn-out. Et autre chose aussi, c'est que on se pose tous des questions, on a tous des peurs, on a tous des doutes. Et même moi, si tu veux, si on me demande quels étaient tes doutes et tes peurs en novembre dernier,
j'ai quelques souvenirs, mais en fait, la nature humaine est quand même très bien faite et tu oublies les choses. Et du coup, le fait de capturer ça tous les 3 mois, ça permet vraiment de voir le cheminement des personnes. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant. Waouh, belle présentation. Il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai totalement envie de revenir. Effectivement, moi, je t'ai connue par ce projet que tu as lancé après ton burn-out et je me suis beaucoup reconnue dans ta démarche de vouloir aider ceux qui vivaient ça ou qui allaient le vivre. Et j'aime beaucoup ce que tu proposes avec tes podcasts en chemin qui sont sur le chemin justement parce que voilà, on a vite fait de rêver quand les gens nous racontent leur success story une fois qu'ils sont arrivés, disons vraiment au bout du succès et qui disent à un moment donné, oui, j'ai eu des difficultés. Mais là, en fait, le fait de les suivre et d'être dans ce moment-là, c'est hyper inspirant parce que quand on y est justement en train d'essayer de construire quelque chose et qu'on sait pas encore où ça va nous mener, ça aide vraiment, je trouve. Donc merci vraiment d'avoir lancé ça. Merci. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière sur ton parcours en fait, comment est-ce que tu t'en es arrivé avant ton burn-out, quel a été un petit peu ton parcours? Oui, alors en fait, j'ai fait du marketing pendant 15 ans. J'étais directrice marketing dans l'entreprise de mon mari. J'y suis restée plus de 6 ans. À cette époque-là, on habitait Marseille. J'avais une vie qui était quand même assez sportive parce que mon mari passait 4 jours par semaine à Paris quasiment et qu'on avait 2 enfants de 1,5 et 4. Donc assez sport quand même d'être toute seule la semaine avec un job avec des responsabilités et aucune famille sur place, donc c'était assez sportif. Et en fait, un jour, je me suis fait chasser pour un job de Global Marketing Director pour une entreprise basée à Paris. Donc là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pas, et clairement, mon ego a été flatté. C'était un job dont je rêvais sûrement secrètement. Et en fait, mon mari m'a dit, bah écoute, fais le process et puis t'as rien à perdre. Hein. Dans tous les cas, t'as qu'à gagner des rencontres. Enfin, c'est toujours intéressant de mener ce type de process. Donc je l'ai fait. J'ai été prise à ma grande surprise parce que j'avais managé les 2 personnes maximum dans ma vie, et là j'arrivais, il y en avait 7, et un an après j'en avais 25. J'avais 25 personnes dans mon équipe. C'était quand même un challenge, un gros challenge. Moi, je suis quelqu'un qui le syndrome de l'imposteur, tout ça, ça me parle beaucoup. Et en fait, je me suis dit, je peux pas les décevoir et puis je peux pas me décevoir. Donc du coup, en fait, à partir du moment où j'ai accepté ce job, il a fallu vendre notre maison, trouver un appart à Paris, trouver une nounou, finir mon job avec mon mari, enfin dans la boîte de mon mari. Et autant te dire que je voulais que ça soit nickel. Enfin déjà dans n'importe quel boulot que j'ai quitté, je voulais que ça soit nickel. Alors là, j'en parle même pas. Recruter ma remplaçante, et puis après, évidemment, organiser le déménagement. Et puis, ils étaient assez pressés parce que, en fait, finalement, comme toujours, mais je me suis quand même retrouvée quand j'ai commencé le boulot dans des moments de solitude. Enfin, tu vois, typiquement, je suis allée à Singapour, je me suis retrouvée avec 4 Singapouriens. Mais je ne comprenais rien à ce qu'ils me racontaient. Mais j'avais vraiment l'impression d'être une cruche, tu vois. Enfin, donc ouais, ça a été ce job, ça a été hyper intéressant parce que j'ai énormément appris. Mais bon, clairement, je me suis foutue dedans parce que je bossais tous les soirs jusqu'à 23h, et quand je bossais pas, j'avais des after work, des trucs comme ça. On m'a mis de la pression, ça c'est sûr, mais je m'en suis mis une encore plus grande. Et puis ce qui a été difficile aussi, c'est que je venais de la boîte de mon mari, où il y avait énormément de bienveillance. Il y avait beaucoup de challenges, beaucoup d'attentes, mais de la bienveillance. Et là, en fait, je suis tombée avec des gens bien et des requins. Donc, je me suis pris des poignards en plein cœur, parce que les gens les ont mis en plein cœur, de face. Et puis, je m'en suis pris aussi de dos. Et je me suis abîmé la santé, je me suis abîmé la santé mentale et physique. Tu as laissé des plumes personnelles, quoi. Ouais, clairement. Tu vois, je tremblais, j'avais l'œil qui sautait, j'étais irascible à la maison. Enfin, j'étais là, mais j'étais pas là. Mais j'ai une amie qui m'avait dit un jour, et ça m'avait fait vachement de peine, genre, de toute façon, Charlotte, c'est simple, depuis que t'es rentrée à Paris, on te voit moins que quand t'habitais à Marseille, quoi. Ouais, t'es là, bon. Ça valait le coup de rentrer. Ouais. Mais du coup, pour autant, c'est pas à ce moment-là que tu as fait un burn-out. En fait, un jour, mon mari m'a dit, écoute Charlotte, c'est simple, soit tu redeviens la femme que j'aime, soit je te quitte. Donc du coup, là, je me suis dit, ok,
Qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là? Comment je peux faire pour que ça s'améliore en fait? Je m'étais fait chasser pour une boîte et là je me suis dit ok, je m'en vais. Et tu vois, à ce moment-là dans ma tête, je me disais je m'en vais avant de faire un burn-out. Là, je me suis pris un mois de vacances pour souffler, pour passer du temps avec mes enfants. Et à ce moment-là, je me suis pris une coach parce que je voyais bien, tu vois, que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider, pour me redonner confiance en moi et de me dire bah voilà comment je fais pour arriver à travailler avec des gens qui sont dans le conflit et qui ne me veulent pas du bien en fait aussi. Donc t'as pris un mois et ensuite t'as recommencé un nouveau Ouais, boulot. là je me suis dit ok, on apprend de ses erreurs, je prends un mois de vacances où je me repose. Et du coup là ça s'est passé comment? Clairement, je pense que je me suis précipitée, que le job m'a été survendu, que j'ai voulu voir des paillettes dans le job et qu'en fait j'étais pas la bonne personne pour ce job. C'était une boîte où ce qu'il fallait vraiment, c'était un expert AdWords et référencement naturel, ce que je n'étais pas du tout. Et ce pourquoi j'étais bonne et ce pourquoi je prenais du plaisir, ils en avaient pas besoin. Je l'ai hyper mal vécu. Et puis tu vois, il y avait une ambiance assez spéciale dans la boîte. Enfin, j'ai pas du tout réussi à m'intégrer dans cette boîte. Et du coup, je me sentais pas bien. J'ai senti un espèce de sentiment d'urgence de il faut que je fuis. Et le jour où en fait où je me suis dit bon bah je vais dire à mon boss qu'il faut qu'on prenne rendez-vous. Il me dit ah bah tiens Charlotte, il faut qu'on se voit. Et donc là il m'annonce en fait que la boîte est vendue et qu'en fait je vais être la CMO, donc la Chief Marketing Officer, donc la grande chef du marketing de tout le groupe. Et là je le regarde en lui disant mais en fait non en fait moi je m'en vais. Il me dit mais Charlotte, enfin c'est pas possible, enfin tu peux pas me dire que l'argent ne t'intéresse pas. Et en fait je lui ai dit tu sais oui l'argent m'intéresse, évidemment j'ai envie de gagner de l'argent, mais en fait être heureuse de me lever le matin pour aller bosser est plus important que l'argent. Du coup, j'ai enchaîné donc sur un autre job. Donc là, j'avais tout checké, tout était ok, les gens super cool. J'arrive, tu vois, j'arrive le lundi, le vendredi, on a le séminaire de la boîte. Et là, c'était génial, tu vois, des gens mais géniaux, une grande fierté de se dire bah je bosse avec tous ces gens-là qui sont hyper inspirants, la fierté de se dire ouais j'ai la chance de travailler avec ces gens-là et tout, parce que même si dans les boîtes précédentes il y avait des gens qui étaient géniaux, hyper inspirants, là t'as un espèce de sentiment de se dire que chaque personne est à la bonne place en fait. Et puis j'avais quelqu'un dans mon équipe, si tu veux, qui était quelqu'un de brillant, mais avec une idée assez arrêtée sur beaucoup de choses. Ensuite, il y a eu là, en fait, il y avait une directrice commerciale qui gérait la France, et en fait, l'idée c'était de recruter mon équivalent, à savoir le VP Sales, donc qui dirigeait les commerciaux au niveau européen. J'ai fait partie du process de recrutement de ce mec, et j'ai dit à mon boss, ouais, le mec a l'air cool et tout, il a des compétences, c'est certain, mais bon, attention à ça. Bon, il a été recruté et en fait, ce mec m'a pourri la vie. Il y avait pas d'affect en fait. C'était genre, on est là pour délivrer, et sauf qu'on était dans une boîte où il y avait quand même pas mal d'affect. Et là, en fait, ce qui a été très difficile pour moi, c'est que je suis arrivée dans cette boîte. Si on est objectif, j'étais déjà cramée en fait. Tu vois, les 3 onboardings en 2 ans, vu tout ce que j'avais vécu, en fait, j'étais déjà cramée. Et en fait, je m'étais tellement battue que là, j'avais pas envie de me battre. Et donc, du coup, je me suis fait bouffer sur des sujets où j'aurais pas dû. Sachant que ce que je t'ai pas dit, c'est que quand j'ai pris ce job, je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie que je fais ce métier. Et puis, en janvier, on a commencé à rentrer en process de levée de fonds. Donc, pression qui a commencé à bien grossir. En parallèle, on n'atteignait pas trop nos objectifs, mais pas forcément le marketing, enfin, plus la boîte, donc plus embêtant. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai vrillé. J'ai vrillé parce qu'en fait, je me suis mis en mode machine. Et là, je recommençais à bosser tous les soirs. J'ai recommencé à bosser tous les week-ends. Et là, bah, du coup, mon corps a commencé à me lâcher, en fait, progressivement. Sachant que, bon, en parallèle, on se mariait religieusement en juillet. Donc, bon, bah, beaucoup de choses à organiser pour le mariage. Et en fait, là, je commençais à me sentir faible, fatiguée, à pleurer un peu. Bon, j'étais pas en forme. Et là, mon mari me disait, Charlotte, il faut que tu ralentisses. Et j'étais là, mais tu te rends pas compte, je peux pas ralentir, c'est pas possible. Et puis, on fait notre week-end de préparation au mariage. On avait le déjeuner avec tous les futurs mariés et tout. Et là, en fait, je dis à mon mari, il faut que je sorte, je me sens vraiment pas bien.
On sort, donc c'est là, en gros, tout le monde assis, tu traverses toute la salle, toi, Claudie Cloquant, tu vois, donc avant de lui dire, t'attends vraiment d'être vraiment au plus mal pour sortir, tu vois. Et là, donc, on sort dehors, espèce de spasme dans les jambes, une oppression dans la poitrine, enfin, une douleur dans le bras, le truc qui fait vraiment flipper très très violemment. Et donc il y avait un médecin qui m'a ausculté, qui m'a dit écoutez, c'est un coup de fatigue. Donc je crois qu'on est rentré en Uber alors qu'on habitait genre à 7 minutes à pied, tu vois, de l'endroit, parce que j'étais même plus capable de marcher, j'avais les jambes qui étaient, enfin je tenais plus sur mes jambes en fait. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dormi toute l'après-midi, puis bon, j'y suis retournée le soir en me sentant un peu mieux, mais bon, pas non plus au sommet du sommet, quoi. Je suis allée voir le médecin le lundi matin. Elle me dit, bah écoutez, voilà, c'est du surmenage, arrêtez-vous 15 jours. Et là, moi, je la regarde en disant, mais non, mais moi, je peux pas m'arrêter, c'est la fin du quarter. En plus, c'est les vacances de Pâques, là, dans 10 jours, on part en vacances. Donc, bah non, moi, je m'arrête pas, en fait. Puis je la regarde en mode, je fais pas partie des gens qui s'arrêtent, tu sais, genre, espèce de fierté, Ouais, mais c'est intéressant, ça, tu vois, parce que c'est pas parce que tu te rendais pas compte que tu allais mal que tu voulais pas t'arrêter, c'est parce que vraiment tu culpabilisais quelque part vis-à-vis de ton boss, de ton équipe, de tes projets. Et c'est un truc que je comprends très très bien. J'ai même l'impression personnellement que le jour où je me suis décidée à m'arrêter, c'est même pas tellement parce que je sentais que je ne pouvais plus aller plus loin, c'est parce que je sentais que je ne faisais plus bien mon travail. Je me suis dit, en fait, là, je donne plus ce qu'ils ont besoin que je donne, ils s'en rendent pas encore compte, mais ça va être très grave quand ils vont s'en rendre compte. Et donc, quelque part, je me suis retenue de m'arrêter avant pour ça, je me suis retenue de continuer à y aller parce que je me suis dit que je faisais mal mon travail. À ton avis, ça nous vient d'où cette capacité à faire passer comme ça les besoins des autres avant les nôtres, hyper spontanément? Je pense qu'il y a une grosse partie d'ego parce que tu te dis, en fait, tu penses que les gens attendent des choses de toi. Et d'ailleurs, tu vois, ça c'est un truc que j'ai appris. Parce que du coup, tu vois, donc j'ai fait le malaise le samedi. Le lundi, je dis moi à mon boss, bah écoute, j'ai quand même dit à mon boss qu'il fallait que je lève un peu le pied. Et en fait, on avait un séminaire à Lille le mercredi, jeudi. Donc là, il me dit ouais, mais tiens, on a quand même le séminaire et je pense que c'est bien que tu sois là. Bon. Et là, on a eu un coach qui était quelqu'un de super inspirant. Et en fait, il nous a fait réfléchir à un truc. Et il nous a dit, OK, j'aimerais que vous preniez tous un papier et que vous écriviez qu'est-ce que vous pensez qu'on attend de moi, enfin, qu'est-ce que vous pensez que mon boss attend de moi. En fait, je me suis rendu compte que ce que je pensais que mon boss attendait de moi, c'était pas du tout ce qu'il attendait de moi. C'est-à-dire que il y a des choses que je pensais qu'il attendait de moi et en fait, il m'a dit, mais pas du tout. Et là, tu t'es foutu une pression pour rien. Et par contre, il y a des choses sur lesquelles il attendait des choses de moi que je n'avais pas identifiées. Et donc, du coup, lui était insatisfait. Le burn-out, ça n'arrive qu'aux gens qui sont, qui ne sont pas des imposteurs et qui sont des gens qui veulent bien faire leur travail et qui sont des gens très impliqués. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais. Enfin, moi, ça a été pareil. Ce qui a fait qu'au final, je me suis arrêtée, c'est que, je me suis rendu compte que ça faisait 6 mois que en fait, j'allais au yoga toutes les semaines. Et à chaque début de cours, la prof de yoga disait, OK, comment vous vous sentez aujourd'hui? Et là, je me suis dit, ça fait 6 mois que je me dis la même chose, à savoir, je suis au bout de ma vie. Et je me suis dit, ça, c'est pas normal. Là, je commençais à pleurer tous les soirs. J'avais une pression dans la poitrine qui était en permanence là. Et je me suis rendu compte, comme tu disais, qu'en fait, je ne faisais plus bien mon travail et que je n'y arrivais plus. Et donc, je me suis dit, OK, je vais même plus arriver debout à mon mariage. Et en fait, parce que il y avait quand même ce sujet. Et puis, de toute façon, ça sert à rien que je reste au bureau parce que ce que je fais, je le fais mal. Mais ça, c'est un autre conseil que j'ai envie de donner à tout le monde. C'est, en fait, plus t'attends, plus ta santé mentale et physique, elle s'aggrave, et plus c'est long pour remonter la pente, en fait. Et donc, j'aurais dû faire un point sur ce qui avait fait que ça m'avait amené là, pour ne justement, parce que même s'il y avait des trucs que j'avais identifiés, j'ai quand même recommencé. Enfin, j'ai quand même repris le même chemin, quoi. Ouais, et ça c'est super intéressant parce que finalement dans ton récit, on se rend compte que en quelques mois, t'as enchaîné finalement plusieurs expériences qui pour des raisons différentes t'ont pas convenu mais qui à chaque fois t'ont un petit peu endommagé et pour moi ça fait écho ce que tu dis parce que j'en ai pas parlé encore mais en fait avant ma dernière expérience, celle où j'ai vécu un burn-out, moi j'ai passé 1 an dans une entreprise dans laquelle je me suis pas sentie bien quasiment dès le départ.
Et en fait, je me suis accrochée coûte que coûte pendant hyper longtemps parce que j'avais l'impression que j'avais des choses à prouver, parce que il y avait quelqu'un qui avait eu des mots très durs envers moi quasiment dès le début dans cette entreprise. Et j'avais un peu envie de prouver que j'avais une valeur. Et pour toutes ces raisons, je me suis accrochée. Et à ce moment-là, mon corps, il était encore de mon côté, on va dire. Ouais. Il me soutenait. Et du coup, j'ai pas pris conscience de ce qui m'arrivait. Et avec le recul, je suis arrivée dans ma dernière entreprise déjà fragilisée, en fait. Et c'est là que mon corps a dit stop. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, en fait, il y avait une leçon à apprendre et je l'ai pas apprise. Donc, en fait, elle revient. Et je sais pas si tu as eu ce sentiment-là, du coup. Voilà. En fait, il y a eu plusieurs trucs qui ont fait que j'ai réussi à accepter de partir. Il y a eu, déjà à m'arrêter avant de partir. Il y a eu le fait de me dire que je pleurais tous les soirs, que dès que je parlais de mon boulot, j'étais en l'air, j'avais la tête qui tournait en permanence dès que je faisais un truc, j'avais l'oppression dans la poitrine, et puis je voyais bien ce que je disais, que j'arrivais plus à rien au niveau boulot. J'avais l'impression qu'on m'avait mis dans une essoreuse et qu'on m'avait enlevé toute mon énergie physique et intellectuelle. Donc vraiment, j'avais l'impression de ne servir plus à rien. Et donc il y a eu ça, et puis on a discuté avec mon mari. Et c'est la première fois, il m'a dit, tu sais Charlotte, si tu ne gagnes plus d'argent un jour, on se démerdera, on trouvera une solution. Et ça, je pense qu'en fait, complètement inconsciemment, ça m'a libérée d'un truc. Il m'a dit, ce qui compte avant tout, c'est qu'on soit heureux, en fait. C'est pas, s'il faut faire les choses différemment, on fera différemment, mais ce qui compte, c'est que tu sois heureuse, quoi. Ouais, et je trouve que c'est ça qui est très fort avec le burn-out, c'est qu'en fait, ça te dépouille de toutes les choses que tu aimes dans la vie. En fait, à un moment donné, tu n'aimes plus dormir, tu n'aimes plus manger, tu n'aimes plus travailler, tu n'arrives plus à réfléchir, t'aimes plus voir des gens. Et du coup, tu te dis, matériellement, je peux avoir tout ce que je veux, ça change rien. En fait, si j'aime plus la vie. C'est exactement ça. Et puis aussi, tu te dis, en fait, ce qui est assez fou, c'est que tu en viens à un moment où tu ne sais même plus ce que tu aimes. Moi, j'ai eu une perte dans la confiance dans la vie, en fait, dans le sens où tu vois, aujourd'hui, je crois aux belles rencontres, je crois aux synchronicités, je crois au fait que il y a un moment, si tu t'ouvres en fait, si t'es aligné avec toi-même et que tu es ouvert, et ben t'as des très belles choses qui peuvent t'arriver et qui t'arrivent en fait. Et en fait, tu vois, ça fait quoi? Ça va faire plus de 6 mois, mais non, même que 10, ça va faire presque 1 an que je le vois, et enfin que j'en suis la preuve. Mais tu vois, l'été dernier, j'étais dans un espèce de truc hyper défaitiste, hyper dans le brouillard, enfin hyper, et puis à l'opposé de moi, qui suis quelqu'un d'optimiste, jovial, et du coup, ça, je pense que c'est un truc qui est très difficile à vivre, et un truc qui est aussi, enfin, pour moi, un truc dont on ne parle très très peu dans les podcasts, dans le burn-out, et c'est l'entourage en fait. C'est que ça fait 1 an et demi que finalement je suis pas bien. Alors maintenant, je suis heureuse de dire que je vais beaucoup mieux, même si j'ai encore quand même quelques traces. Bah, c'est dur pour un couple, c'est dur pour la personne qui t'aime, de te voir t'effondrer au fur et à mesure, tu vois. Ce qui dit souvent, et j'en ai les larmes aux yeux en le disant, si tu veux, c'est qu'en fait il me voyait m'effondrer physiquement, tu vois. Il me disait, en fait, on était dans la cuisine, t'étais en train de parler, et je te voyais physiquement t'effondrer. En gros, si tu veux, j'étais assise contre un mur, enfin, j'étais debout contre un mur, et physiquement, je m'affaissais pour me retrouver par terre, recroquevillée dans la position fétale, à pleurer. Et ça, si tu veux, c'est, toi, quand tu le vis, en fait, c'est une détresse, c'est un truc, c'est un mal-être absolu. Et en fait, ouais, il me dit, mais pour moi, c'était horrible, en fait, de te voir comme ça. En fait, c'est, et je sais pas quelle est la solution. Tu vois, j'y réfléchis quand même assez souvent en me disant, comment on peut faire pour aider, en fait, les conjoints, la famille, des gens qui font un burn-out, parce que pour eux, c'est hyper difficile à vivre, et que finalement, moi, je sais que parfois, j'en ai souffert parce que mon mari, c'était tellement difficile pour lui de me voir comme ça. Et que qu'on en parle souvent, qu'un homme, quand il voit sa femme qui est son cap s'effondrer, bah ça l'effondre encore plus que si c'est l'inverse, tu vois.
c'est de lui dire, bah voilà, tu vois, je sais plus il y a combien de temps, il m'a dit, mais en fait, je pensais que t'étais guérie. Et je lui dis, mais non, en fait, je suis pas guérie. Enfin, en fait, tu vois, je crois que c'était pendant le confinement. Et je dis, bah non, je suis pas guérie. Enfin, oui, je vais mieux. Je sais plus enfin, j'ai un projet qui me porte et qui me booste et même psychologiquement, je sais que je vais mieux. Mais voilà, j'ai une blessure qui est pas encore complètement cicatrisée. Et en fait, tu vois, je sais pas si en fait, je pense que cette blessure ne sera jamais cicatrisée. Mais finalement, c'est pas grave, dans le sens où on dit, alors j'ai plus le nom de ce truc-là, mais c'est pas grave, c'est l'idée. En fait, on dit que un vase, il y a des brèches quand il y a des brèches, ça laisse passer la lumière, en fait. Donc finalement, bah, est-ce que bah, c'est un peu ce qu'on disait, le cadeau mal emballé de la vie, c'est de se dire que ouais, c'est hyper difficile ce qui t'arrive. Mais ça te permet en fait de se dire ok, j'ai vécu un truc, j'ai vraiment souffert physiquement et intellectuellement et plus d'une fois j'aurais préféré, et d'ailleurs je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait un burn-out qui disent ça, et genre j'aurais préféré me casser une jambe, au moins les gens voient que j'ai une jambe cassée et voilà, ils voient l'étendue de la plaie, enfin c'est un truc qui est palpable, qui est physique, qu'on voit. Mais ouais, c'est un truc où tu te dis, ok, il faut que je vive avec ça toute ma vie, parce qu'en fait, ça va me laisser des fragilités. Mais finalement, ces fragilités, comment je fais pour les transformer en force? C'est apprendre avec une nouvelle hygiène de vie, tu vois, de se dire, ok, si j'ai pas assez de sommeil, si je bosse trop, c'est d'apprendre à vraiment se connaître. C'est intéressant. Tu réponds à une question que je t'avais pas encore posée, mais que je voulais complètement te poser. C'est la question de la guérison, parce que c'est vrai que on sait jamais en fait si on est vraiment comme avant, et si même un jour on sera comme avant. Moi, je crois comme toi que en fait on redevient jamais vraiment comme avant. On porte les stigmates de ce qu'on a vécu. Je suis d'accord aussi, et je suis très touchée de ce que tu partages sur ton entourage et sur ton mari, parce que je partage aussi à quel point ça doit être terrifiant en fait de voir la personne qu'on aime qui s'effondre comme ça sans savoir quoi faire. Et je comprends que c'est frustrant de pas pouvoir se dire désormais bon bah c'est bon maintenant, c'était l'année dernière, c'est derrière toi, et qu'en fait non, bah ce soit pas toujours si simple. Après, du coup, toi, dans ton projet aujourd'hui, donc tu racontes des parcours de gens qui ont changé de vie. Alors pas uniquement qui ont changé de vie, aussi des gens qui ont écouté leur petite voix jeune, parce que je trouve que c'est aussi intéressant, tu vois, d'avoir la démarche de voir, tu vois, typiquement, je pense à un Christophe Michalak qui est devenu pâtissier à 16 ans, et à l'époque, être pâtissier, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, et donc je trouve ça intéressant aussi d'avoir le parcours de personnes qui ont réussi à écouter leur petite voix très jeune. Ouais, des gens qui se sont écoutés et toi, enfin, en fait, du coup, toi, tu t'es pas forcément écouté dans tes différentes expériences, et c'est ce qui t'a amené là. Et du coup, t'interviews des gens qui savent s'écouter, parfois intuitivement, parfois après des expériences de vie. Est-ce que tu dirais qu'il y a une part thérapeutique dans ce que tu fais? Et est-ce que s'il y en a une, elle te semble parfois, entre guillemets, dangereuse, dans le sens, tu vois, tu le fais un peu pour toi et pas forcément pour les autres? Une part thérapeutique, oui, complètement, parce que ça me donne du courage, ça me donne aussi, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se répètent dans le podcast en termes de messages des personnes, quel que soit leur parcours, et donc, bah, ça me permet d'ancrer des choses en moi, ça me permet aussi de faire des rencontres de personnes extraordinaires et alors dangereuses, non, parce qu'en fait, au final, quand je l'ai fait, c'était vraiment je le fais vraiment pour les autres et pour moi. Enfin, si tu veux, c'est vraiment pour moi. C'était même plus pour les autres que pour moi. Donc c'est c'est incroyable, si tu veux. J'ai tous les jours des messages de personnes qui me disent à quel point ça leur fait du bien, des personnes qui me disent qui ont commencé à enclencher des choses dans leur vie, des gros changements, parce que ça leur avait donné le courage d'avancer. Donc c'est un truc extraordinaire. Enfin, c'est de se dire, tu vois, le podcast, il a été lancé en janvier. C'est fou. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer ça. Et tu vois, le fait de te dire jamais j'aurais imaginé ça, bah c'est un truc que j'avais souvent entendu dans le podcast, et de le dire aujourd'hui, bah c'est une grande fierté et surtout une grande joie. Mais je suis pas. En fait, je pense qu'aujourd'hui,
oui, t'as toujours une petite part d'ego, mais en fait entre guillemets la profondeur de mon envie d'aider les gens, elle est au-delà en fait de mon ego, de mon ego. Pareil là, ça va me remettre un peu les larmes aux yeux. Mais hier, si tu veux, j'étais à l'enterrement du papa d'un ami très proche. On était au cimetière et je me suis dit une question qu'on devrait se poser tous, c'est qu'est-ce que j'ai envie qu'on dise de moi à mon enterrement. Et donc du coup, bon, j'en ai parlé avec mon mari sur le retour en voiture et tu vois, je lui disais, en fait, moi, j'ai envie qu'on dise que j'ai aidé des gens, en fait. Mais c'est intéressant. Tu dis que c'est vraiment pour les autres. Enfin, moi, je te rejoins. On pourra partager notre épitaphe si tu veux, parce que moi, je me suis dit vraiment, je sais pas encore, c'est assez flou, mais je sais que ce que je veux faire de ma vie, globalement, c'est aider les autres. Et je découvre qu'en fait, chaque fois que je reçois un témoignage, une réponse à ce que moi j'ai partagé, en fait, ça a un gros pouvoir de guérison sur moi aussi, mais j'en ai conscience et pour autant, je me dis que si ça peut aider les autres, c'est ok aussi en fait tant mieux en fait si ça m'aide moi et que ça aide les autres quoi. Double effet qui se coule. Et tu vois d'ailleurs, ça fait en fait le comptable, j'ai pris contact avec lui. Je pense que ça devait être en décembre, parce qu'à l'époque je m'étais dit ok, il faut que je crée une boîte, parce qu'à l'époque j'avais été sollicitée par pas mal de boîtes pour pouvoir faire la direction marketing en freelance. Et tu vois, c'était un truc où je m'étais dit l'été dernier quand j'étais dans le brouillard, c'est un truc que je pourrais toujours faire parce que je sais que je suis bonne là-dedans. Et ma coach Joanne m'avait dit écoute Charlotte, je vais reprendre mot pour mot, elle m'avait dit je pense que c'est une béquille. Je te recommande de faire un body check de ton corps quand tu es en rendez-vous avec ces gens et de voir ce que ton corps te dit. Donc le concept du body check, c'est assez simple, c'est que tu écoutes ton corps, tu vois ce qu'il te raconte. Et bon, quand t'as traversé un burn-out, il y a des symptômes et là qui te parlent encore plus que d'habitude. Et là, j'ai senti l'oppression, genre mais qu'est-ce que je fous dans un bureau ? Enfin, je me sentais pas bien du tout. Ah mais alors là c'est trop, je comprends trop parce que moi je fonctionne avec ça aujourd'hui, de me dire quand on me propose quelque chose, même quelque chose qui sur le papier est super bien, je me dis en fait j'écoute un peu mon ventre et je me dis je le sens pas, et en fait et je trouve ça super dur pour le coup de passer le cap de dire non aux autres, parce que voilà, au fond de moi je sais, mais j'ai du mal à le verbaliser, mais j'essaye de me dire en fait quand je dis non aux autres, je me dis oui à moi. J'aurais dit pareil, j'aurais dit mot pour mot. Est-ce que tu as encore des difficultés à te dire oui à toi en disant non aux autres ? Je suis de plus en plus à l'aise, clairement. Tu vois, au final, il y a une des missions où je m'étais engagée et du coup, je me suis dit que j'allais le faire et au final, bon, pour plein de raisons, ça s'est pas fait. C'était une boîte dans l'événementiel, donc autant te dire que voilà, ça s'est pas fait et c'est une très bonne nouvelle. L'autre, je suis pas, pour le coup, je suis pas droite dans mes baskets parce qu'en fait, j'étais tellement mal de leur dire non qu'en fait j'ai plus donné de nouvelles, donc j'ai laissé un message sur un répondeur et c'est pas bien. Et ouais, mais quelque part tu vois ça on apprend, je trouve. Enfin moi je suis la première à non seulement moi c'est pire si tu veux, c'est même pas qu'on vient me chercher pour me proposer des trucs, c'est que depuis que j'ai beaucoup de temps, j'ai tendance de temps en temps à le servir sur un plateau à des gens qui ne m'ont rien demandé, et au final après à devoir rétro-pédaler de façon assez pénible pour tout le monde, je pense. En disant en fait mon temps c'est mon bien le plus précieux aujourd'hui et je le protège farouchement, mais j'ai encore ces petits pics de stress, de pression sociale, d'insécurité en fait. Et tu parlais dans ton podcast du décompte Pôle emploi. Toi, comment tu gères aujourd'hui ça, le fait de se dire en fait quand tes potes te demandent ce que tu fais, parfois c'est un peu compliqué à expliquer quand tu es encore en phase de recherche? Alors moi en fait j'ai eu en effet j'en parlais quand en gros j'étais inscrite à Pôle emploi je crois début novembre de l'année dernière. Ça a été là je me suis repris un coup de down. Je me suis dit c'est la première fois de ma vie où j'avais déjà été au chômage une fois et je me suis dit c'est la première fois de ma vie où je suis au chômage. Je sais que je peux trouver un job en un claquement de doigts, mais je ne veux pas parce que c'est pas ça ce que je veux faire. Mais je ne sais pas ce que je veux faire. Donc voilà, sachant que j'avais été arrêtée, tu vois, début juin, donc ça faisait quand même quelques mois que j'étais arrêtée et que le temps avait filé en un claquement de doigts. Et du coup, je me suis dit waouh.
Bon, ce qu'il faut voir, c'est que oui, j'avais été arrêtée 4 mois, mais qu'en fait, ces 4 mois, j'en avais juste besoin pour me remettre sur mes jambes, parce qu'en fait et pour retrouver mes neurones. Enfin, c'était pas 4 mois à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, c'est juste 4 mois à réfléchir à redevenir quelqu'un droite qui tient sur ses jambes et qui pleure pas tous les jours, quoi. Et c'est pas beaucoup 4 mois quand on y pense, parce que tu te dis en fait t'as tiré sur la corde pendant très longtemps, t'as abîmé des choses dans ta santé, et le fait de les remettre sur pied, enfin je te le dis comme je me le dis, parce que moi du coup parfois ça me prend et je me dis en 2020, concrètement, je n'ai pas travaillé un seul jour. Et on est en septembre. C'est très flippant. Et en même temps, je me dis, en 2020, je me suis retapé la santé, parce qu'en fait, j'ai été arrêtée fin décembre. Donc, voilà, c'est ça que j'ai fait de mon année. Ça, et commencer à réfléchir à la suite. Et c'est pas rien. Mais pour autant, c'est pas toujours simple à expliquer à l'entourage, surtout quand on explore différentes choses et qu'en fait j'ai pas encore trouvé la réponse à qu'est-ce que je fais dans la vie, et je sais même pas d'ailleurs si un jour je vais la trouver, tu vois, parce que j'apprends de plus en plus en avançant sur mon chemin que en fait ce que tu fais aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu feras demain, et que même les gens qui ont l'impression de faire un truc qui les éclate, et comme c'est ton cas d'ailleurs, et je serais curieuse de savoir, toi, est-ce que tu t'aspires à trouver le truc de ta vie qui va te mettre sur les bons rails, ou est-ce que tu es encore en mode exploration, à te laisser guider par l'endroit ou vers lequel, pourquoi pas moi, va t'emmener? Juste un truc sur ta question initiale sur le regard des autres. En fait, ça a été quand j'étais au chômage. Enfin, je le suis toujours, mais sans projet. C'était hyper difficile. C'était vraiment genre quand je rencontrais des gens, j'étais hyper mal, machin et tout. Et d'ailleurs, tu vois, le meilleur symbole de ça, c'est que mon profil LinkedIn, je l'ai mis à jour une fois que j'ai lancé Pourquoi pas moi. Donc ça, c'était, je pense, c'est un beau reflet de ce que j'arrivais pas à accepter, tu vois. Donc ici, je me voyais pas mettre en recherche de projet, ou enfin bref, donc ça, et sur la partie aujourd'hui, en fait, je sens au fond de mes tripes que je vais gagner ma vie un jour avec Pourquoi pas moi. Il y a 2 mois, ouais, il y a peut-être 2-3 mois, je t'aurais dit, je n'ai aucune idée de comment. Aujourd'hui, je commence à avoir de plus en plus de sollicitations pour des choses, pour des projets. Alors, il y en a qui me plaisent, d'autres moins. Et du coup, je suis en train de commencer à avancer sur des trucs où alors je dis pas tout encore, mais là tu vois, je viens de dire oui, hein, j'ai dit oui lundi j'ai dit oui d'ailleurs à 2 trucs cette semaine qui vont me permettre de gagner des sous. Alors pas de gagner ce que je gagnais avant, on est très 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 loin, et puis même pas de quoi remplacer mon chômage, mais je me dis bon, tu vois, il me reste un peu plus d'1 an et demi, enfin un peu moins d'1 an et demi. Et bon, ça y est, il commence à y avoir des choses, et puis des choses pour lesquelles je suis complètement raccord et alignée avec moi-même sur le sujet. Et tu vois, Philippe Manœuvre, il a dit un truc génial. Il a dit tout ce qu'il a fait dans sa vie et tout ce qu'il continue à faire, il se dit, est-ce que c'est bon pour le rock? C'est-à-dire que dès qu'il est sollicité pour un projet, genre par exemple une pub, et il se dit, est-ce que c'est bon pour le rock ou pas? Donc, si on lui propose de faire de la pub pour une marque de yaourt, même s'il peut gagner je ne sais pas combien de milliers ou centaines de milliers sur le sujet, il va dire non. Et en fait, et tu peux dire bon bah voilà, il est tellement riche qu'en fait non, Philippe, il vit bien, mais c'est pas un mec qui est millionnaire, c'est pas le sujet, quoi. Et du coup, en fait, je trouve ça vachement fort, parce que maintenant, je me dis, est-ce que là, tu vois, je suis en train de bosser sur la définition de la mission de mon entreprise, sur mes engagements et tout ça, et je me dis, ok, quand on me sollicite, est-ce que c'est raccord avec mon projet, ou est-ce que je vais perdre du temps sur un truc qui ne fait pas sens? Et ça, je pense, tu vois, c'est vraiment fondamental de se dire, ok, j'ai un projet, j'ai une conviction. Toutes les opportunités vont s'ouvrir à moi, il y en a plein qui vont arriver, il y en a qui vont être hors scope. C'est pas grave, il faut savoir dire non et savoir accueillir celles qui sont les bonnes. Si tu veux, je pense à ça, tu vois. J'ai dit oui à un truc lundi dernier, et qui est un truc génial. Et en fait, j'ai vachement hésité. Parce que je me suis dit, j'ai jamais fait ça, ça me fait peur. C'est comme, allez, le petit syndrome de l'imposteur, c'est quoi ma légitimité?
Et puis après, à un moment, je me suis posée. Et puis, je me suis dit, OK, Charlotte, c'est quoi les pour, les contre de ce truc? Et bah, du coup, j'ai eu la personne, tu vois, je lui ai dit, écoute, moi, en gros, j'adore l'idée du projet, je trouve ça canon. Par contre, ça, je suis pas à l'aise avec ça. Pour moi, il faut qu'on fasse différemment sur ce truc-là. Je lui ai proposé des alternatives, tu vois. Bon, l'alternative, ça a pas marché de cette façon-là, mais elle a rebondi en me disant, bah, écoute, on peut faire ça comme ça. Et du coup, c'est parti, quoi. Et donc, du coup, je pense que, c'est de se dire, OK, il y a un truc, je le sens au fond de moi que c'est OK, que ça peut être très cool. Et s'il y a des trucs qui me vont pas, bah c'est pas grave, tu le dis. Tu vois, pareil, le call de mardi, un autre truc où sur la façon dont la personne envisageait le truc, je le sentais pas non plus sur un point et je l'ai dit. Là où à l'époque, je pense que j'aurais pas osé dire les choses. Bravo. Merci. Le côté rôle de petite fille qui veut faire plaisir à son boss. Moi, j'ai longtemps été là-dedans et je trouve que le fait d'être à son compte, faut du temps un peu pour reprendre des nouveaux repères quand en fait t'as pas de boss et en même temps ce parfum de liberté, moi ça me donne absolument pas envie aujourd'hui de chercher autre chose, même si avec la liberté il y a aussi l'insécurité d'être à son compte et de créer son propre job, ouais. Mais je partage ce sentiment. Après, tu vois, l'insécurité, c'est un vrai sujet. Moi, je me suis toujours dit, un jour, je créerai ma boîte. Enfin, tu vois, mon papa, il a monté sa boîte, maman l'a rejoint. Mon mari, il a monté sa boîte. Quand il a fallu se spécialiser en dernière année d'école de commerce, j'avais fait une spécialisation gestion de PME. Donc, pour moi, ça a toujours été un truc en mode, je suis salariée, papa m'avait dit, t'es salariée, tu fais les erreurs chez les autres, et puis après, tu montes ta boîte. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, c'est à ton avis, qu'est-ce qu'elle dirait la petite Charlotte de ce que t'es devenue aujourd'hui? Eh ben, la petite Charlotte, elle dirait, c'est marrant parce que c'est une question que je pose dans tous mes podcasts, mais que je ne me suis jamais posée. Comme quoi. Et ben, tu sais quoi? C'est rigolo. Parce qu'en fait, je suis une formation avec Christine Michaud qui fait de la psychologie positive. Et en fait, il y a un exercice où elle demande de faire un tableau, après tu fais ce que tu veux, tu fais un collage, tu fais ce que tu veux. Mais bon, moi, comme j'ai un petit côté artiste, j'ai fait un tableau qui est juste à côté de moi. Et en fait, avec des choses qui t'inspirent. D'ailleurs, ma fille, parenthèse, qui me dit « Mais maman, je comprends pas pourquoi ça t'inspire, ce truc. » C'est quoi? C'est mon truc à moi et j'ai pas envie de t'expliquer. Et en fait, dans ce tableau, il y a deux choses. J'ai mis une photo de moi quand je pense que j'avais 7 ans et où j'ai un énorme sourire parce que j'étais une petite fille très, 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 très souriante. Et puis, il y a aussi une chanson. Le nom d'une chanson qui s'appelle I Am What I Am. Et en fait, aujourd'hui, je pense que la petite Charlotte de 6 ans, elle se dirait, tu peux être fière de toi parce qu'en fait, aujourd'hui, t'es qui tu es, t'es une bonne maman parce que tes enfants, ils sont épanouis, ils sont souriants, ils chantent toute la journée et on dit souvent que quand des enfants chantent, c'est qu'ils sont heureux. Elle dirait que elle, ce qu'elle aimait quand elle était petite, c'était tout ce qui était loisirs créatifs. Et tu vois, là, j'enregistre depuis mon bureau où j'ai tout mon environnement de loisirs créatifs. Elle aimait, enfin, moi, j'ai toujours adoré les micros. Hein. C'est un truc, j'avais une passion micro quand j'étais petite. Et donc là, elle dirait, mais ça y est, t'as des vrais micros à toi. Et puis, ouais, elle dirait... alors, je pense que jamais de la vie, elle aurait imaginé vivre à Marseille. Ça, c'est sûr. Mais non, elle dirait c'est cool. Et puis tu vois, en fait, je pense que même la petite Charlotte de 6 ans, c'est ce que dit souvent, c'est Christine Michaud, c'est ce que dit aussi Thomas Samut, le préparateur mental de grands champions olympiques qui sont des nageurs, qui a écrit un bouquin qui a un peu changé ma vie, qui s'appelle Un cancre dans les étoiles. Et Thomas, il dit en fait, on est juste l'enfant intérieur qui a grandi en fait. Et du coup, je pense que d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis cette photo de moi quand j'étais petite. Je pense qu'il faut se rappeler en permanence de qui était le petit enfant qu'on était pour se dire ouais, OK, gardons cette spontanéité, cet enthousiasme, en tout cas là moi je vais parler pour moi parce que c'est ce qui me caractérise, l'enthousiasme, la créativité, la joie de vivre, l'amusement, la gratitude, tu vois, j'étais quelqu'un qui disait tout le temps merci, mais j'ai toujours été la personne où avec un sourire jusqu'aux oreilles, à en avoir des crampes zygomatiques et à dire merci à un point
qui étonnait les gens. Et donc du coup, c'est de se dire, je pense que je suis en train de redevenir cette personne-là alors que que je m'étais perdue. Bref, je pense qu'elle serait contente. Trop bien, magnifique. Merci beaucoup Charlotte. Merci beaucoup Laura, et puis je te souhaite que ton cadeau mal emballé soit le plus beau et qu'il y ait beaucoup de lumière qui passe à travers. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite.